Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on répond à RPG A Week, la saison 2. Donc on reset les numéros de questions. Je pense que c'est ça, je vais marquer un petit S2 ou saison 2 dans la miniature sur de la vidéo et dans la description aussi je vais marquer saison 2 ou S2, dépendamment de la longueur, parce qu'on est limité en nombre de caractères dans les titres de vidéos. Donc, on a ici la saison 2, première question, qui, ça se trouve à être deux questions. Donc, quel est notre univers préféré dans lequel on préfère jouer? Et c'est quoi notre objet magique préféré? Moi, j'en ai parlé souvent, mais les fantasy est un univers que j'aime vraiment beaucoup. Puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être médiéval, fantastique, j'aime beaucoup ça. Mais jouer dans un univers fantasy avec plus de la magie, même si c'est un peu plus contemporain, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. C'est vraiment quelque chose, j'aime le côté la magie, le côté un peu, des fois c'est des trucs très féeriques. C'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup plus que du science-fiction. Puis du science-fiction, ça peut être ancien, c'est pas toujours du Star Trek, Star Wars, ça peut être quelque chose de plus, plus technologie. Donc c'est ça, c'est pas... c'est moins ma tasse de thé, c'est moi qu'est-ce que je préfère. J'aime vraiment plus le côté fantasy. Puis c'est pas juste au niveau du jeu de rôle. Dans mes jeux vidéo, je vais être beaucoup plus attirée avec un style fantasy. Même chose pour des jeux de société. C'est aussi quelque chose que je pense, par exemple, il y a HeroRem qui est un deck building, qui a aussi la version StarRem. Puis le jeu de base, si on prend pas toutes les campagnes, tout ça, sont extrêmement similaires. C'est exactement le même principe, mais beaucoup plus attiré par le visuel de HeroRem, qui est beaucoup plus justement fantasy que StarRem, que c'est des vaisseaux. C'est vraiment, vraiment qu'est-ce que je préfère. Et même le jeu que je suis en train d'essayer d'écrire, j'ai déjà parlé un petit peu dans certaines vidéos. L'idée de base, c'est vraiment du fantasy. J'ai vraiment une map avec des créatures qu'on va voir dans du médiéval fantastique, mais il y a quand même un peu de technologie, parce qu'il y a des secrets dans cet univers. Mais de base, c'est beaucoup plus fantasy que science-fiction. Même si je vais essayer de tweaker pour que ceux qui sont plus fans de science-fiction puissent utiliser le même système. J'essaie de trouver un système un peu passe-partout qui peut fitter avec n'importe quel genre. Et ça, je pense que ça pourrait être très intéressant. Parce qu'il y en a qui sont très homebrew, qui sont parfaits pour inventer des mondes et tout ça, mais que des côtés mécaniques, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui ont plus de facilité. Puis c'est correct. À l'inverse, il y en a qui sont très mécaniques. Puis que créer un monde, c'est quand même très complexe faire de la création d'univers, parce que faut que tu puisses penser à plein de détails, parce que c'est pas des univers qu'on côtoie dans notre vie tous les jours, donc on les connaît pas. Fait qu'on arrive avec nos billets d'êtres humains de la Terre, de 2025 aujourd'hui, avec notre vécu, notre passé, de ce qu'on connaît. Puis tu sais, ça peut être complètement différent, puis c'est correct. Mais il faut pas non plus en vouloir à des joueurs de pas connaître un univers qui n'existe pas. Même s'il existe dans nos cœurs, qu'il existe dans nos têtes, si tu le vis pas, c'est difficile de comprendre. C'est un peu le même principe quand tu voyages à l'étranger, puis voyage pas... mettons que tu s'en vas passer quelques mois dans un autre pays, et pas juste un voyage de plaisir que tu restes dans les sites touristiques, mais que tu vas vivre là-bas, que ce soit temporaire ou que ce soit permanent, sur plusieurs mois. Si tu arrives avec tes idées préconçues de où tu vis, ben ça se peut que ça marche, parce qu'il y a des pays qui ont un peu le même... la même mentalité, à quelques différences culturelles près, mais qui sont pas si différentes que ça. Mais à l'inverse, tu vas aussi avoir
des pays que la culture, les valeurs, la mentalité sont, sans nécessairement être à l'opposé de ce que tu connais, sont très différentes. Puis ça va faire en sorte qu'il va y avoir une sorte de problématique si tu essaies d'imposer tes propres valeurs, tes propres cultures dans un autre pays qui n'est pas le tien. Ben, tu vas un peu te faire dire, retourne chez vous, tu sais, c'est un principe d'adaptation, puis c'est partout pareil, là. Fait que, dans le jeu de rôle, je pense que c'est un peu le même principe. Si tu veux pas apprendre, puis si aussi tu veux pas démontrer à tes joueurs c'est quoi qu'il y a dans cet univers-là, ben ils peuvent pas le deviner. Ils peuvent pas savoir c'est quoi qu'il y a dans ton univers. Ils sont physiquement pas là en plus. Encore plus dur que si tu voyages en vrai. Donc, il faut avoir ces connaissances-là pour avoir toutes les petits détails. Puis c'est ça, c'est pas tous les maîtres de jeu qui sont capables de faire ça. Puis c'est correct, ça fait pas de ces personnes-là des mauvais maîtres de jeu. Au contraire, c'est ça, on a chacun nos compétences, nos capacités. Puis c'est correct d'avoir des choses qu'on est moins bon là-dedans. D'avoir un flaw dans quelque chose, il n'y a aucun DM qui est parfait. Aucun. On a tous des flaws. Puis c'est correct. Ça fait pas de nous autres des mauvais DM, ça fait de nous autres des êtres humains. Spoiler alert, on est tous des êtres humains. Donc, fait que c'est ça. Moi, j'aime bien l'idée de créer un peu l'univers, un contexte. Moi, mon flaw, c'est au niveau de créer des quêtes. Beaucoup de misère d'avoir des suggestions de scénarios puis de quêtes, c'est ça mon flaw. Ça va pour créer le monde, puis donner des détails aussi particuliers que pourquoi certaines femmes naines n'ont pas de barbe et d'autres en ont. Si vous voulez avoir une vidéo là-dessus, je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Si vous voulez une vidéo là-dessus, écrivez-moi en commentaire, puis je vous ferai une mini vidéo de pourquoi est-ce que certaines femmes naines ont des barbes et d'autres femmes naines n'en ont pas. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment mon style d'univers préféré, c'est le fantasy. C'est ce que dans lequel que je préfère jouer. Puis, la deuxième question, c'était un objet magique. Notre objet magique préféré. J'ai plus de mal, on dirait, avec cette question-là, parce que des objets magiques mémorables, j'en ai eu quelques-uns. En ce moment, j'en ai pas. Dans ma partie en cours de ce que je me souviens, j'ai pas souvenir qu'on ait un objet magique avec nous. Ou sinon, on n'est pas au courant qu'il est magique. Ça se peut. Mais dans mes parties passées, c'est sûr que si j'essaie de penser, j'avais Sorashana qui avait une lampe magique parce qu'il était Warlock avec un génie comme patron. Fait qu'elle avait une lampe magique dans laquelle elle peut rentrer à l'intérieur une fois par jour. Elle peut faire un in et out une fois par jour dans sa lampe. Puis la lampe, il me semble qu'elle était indestructible. Parce que c'est le vaisseau du patron. Mais n'importe qui peut la transporter. Rendu à un certain niveau, elle peut faire rentrer des gens à l'intérieur aussi. Ou si son patron décide de faire rentrer des gens, parce que ça, c'est arrivé pour des side quests. Il a décidé, le DM, que les gens se retrouvaient dans l'intérieur de ma lampe. Puis il avait fait un beau petit décor à l'intérieur de lampe, un peu à la Genie, la série des années 60-70, je me souviens plus trop. Il avait un petit style comme ça. Puis, avec des coussins partout. Il y avait quand même des meubles. Puis ça s'est doublé d'un back of holding, cette lampe-là, au final. Ben, il y avait une capacité, de base, il y a une capacité de contenance quand même assez grande. Fait que ça finit par devenir notre bag of holding. Fait que ça, c'était pour une des... quand même, mais c'est ça, c'est un objet magique dans un certain sens, parce que c'est magique. Mais on dirait qu'il ne le rend pas comme... C'est pas quelque chose qu'on a découvert en cours de route avec nos aventuriers. Ça venait
avec le fait que, ben, elle a un patron, puis c'est le vaisseau de son patron. Il y en a qui ont des amulettes, il y en a qui ont des tatous. Il y a plein de choses différentes que les Warlocks peuvent avoir. C'est dans du D&D 5e édition pour cela. Dans le cas de cela, ben, le patron, ben, c'était une lampe. Voilà. Ce qui a beaucoup de sens au final. Quoique ça aurait pu être autre chose qu'une lampe, parce que dans Aladdin, il n'y a pas que le génie de la lampe. Parce que si vous n'avez pas lu la version des Mille et Une Nuits, puis que vous connaissez juste la version Disney, puis même avant que Disney fasse un film, il existait un film, je pense, franco-japonais. Il existe en ligne sur YouTube, j'ai déjà tombé dessus. Je pense que le titre c'est Aladdin et la lampe merveilleuse, mais il n'est pas écrit de la même façon que le Aladdin de Disney. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, des fois il est avec 2D, des fois il est avec 1D, ça dépend des versions de Mille et Une Nuits. Fait que les deux sont valides. Puis il me semble qu'il n'est pas écrit. C'est Aladdin et la lampe merveilleuse, le titre en français. Moi, j'ai grandi avec cette version-là en premier avant de voir le film de Disney. Puis il y a justement un deuxième génie, qui est le génie de la bague. Donc il y a une bague avec une grosse pierre qui peut frotter, puis il y a un autre génie qui est un peu moins puissant que le génie de la lampe, mais c'est lui qui va permettre à aider Aladdin à emmener Aladdin au château où le génie de la lampe est rendu. Ils sont pas mal moins sympathiques, les génies, pour vrai, dans les Mille et Une Nuits que dans la version Disney. Disney, ils ont vraiment fait de quoi de génial. Puis beaucoup doublé avec Robin Williams, bien entendu, pour la version américaine, mais ils ont influencé... Robin Williams a influencé beaucoup comment le génie se déplaçait, parlait et tout ça. Donc c'est ça. Fait que on dirait que je compte moins ma lampe comme objet magique particulier. Elle était vraiment cool dans son unicité, mais c'est pas quelque chose que les aventuriers ont découvert au travers de leur voyage. Mériani, elle avait une cape magique qui est, je me souviens pas de son nom, elle a un nom particulier, je vais essayer de la chercher et la mettre en commentaire. Encore là, c'est du 5e édition. Le plus drôle, c'est qu'on a croisé la cape dans un marchand, puis au final, on a fini par la trouver ailleurs. Fait que je sais pas si c'est la même cape qui avait été achetée et perdue ailleurs. Parce qu'on l'a trouvée vraiment plus tard ailleurs, dans l'aventure. Aussi, c'est des... que plus qu'une fois cette cape-là, je sais pas. Donc, c'est une cape qui est quand même magnifique. Elle a aucun attribut. Ça donne pas de stat de rien. Ça n'a pas de défense supplémentaire. Ça donne pas de bonus aux caractéristiques. C'est purement esthétique comme cape. Mais elle a une action bonus. Donc, pour ceux qui sont peu familiers avec Donjons et Dragons 5e, tu as droit à des actions, à des déplacements, puis des actions bonus. Si généralement, les actions bonus, c'est des trucs qui ont pas tant une influence. De manière générale, ça peut, mais ça n'a pas tant d'influence sur le combat. Ou très peu. Tu sais, ça sera pas une boule de feu. Fait que l'action bonus qu'elle fait, c'est qu'elle flotte, elle flotte gracieusement au vent, et ça, même s'il n'y a pas de vent. Donc, le classique du super-héros avec sa cape qui flotte au vent, c'est ça que la cape fait finalement. On s'entend, c'est comme une version bootleg de la cape de Doctor Strange. Elle n'a pas sa propre personnalité, mais elle flotte au vent. Fait que souvent, vu que j'avais strictement rien en bonus action avec ce personnage-là, ben je le mentionnais. Je dis, ben ma cape flotte au vent. Voilà, Yann. Ça peut créer une distraction. Voilà, j'étais très bonne pour adorer ces genres d'objets magiques-là qui sont un peu inutiles en termes de mécanique, mais que pour vrai, les gens trouvaient ça drôle autour de la table que je disais ça. T'sais. Puis ils savaient s'affûter avec le personnage. Sinon, je pense que le plus utile, vraiment en objet magique, on n'en a trouvé qu'une seule. Mais c'est encore dans du Donjon et Dragons. J'ai joué beaucoup à Donjon et Dragons, fait qu'on dirait... j'ai joué à d'autres jeux, mais pas nécessairement des jeux qui avaient des objets magiques. Dans Tales from the Loop, que j'ai adoré, on a joué quand même longtemps. J'ai pas souvenir qu'on ait déjà croisé un objet magique. C'est beaucoup plus technologie.
Mais il y a quand même du fantasy là-dedans, mais c'est pas tant des objets magiques, j'ai l'impression. C'est moins utile pour les personnages. Fait que c'est une tour, en fait, c'est une pièce de jeu d'échecs. Et je sais pas si c'était dans... Parce qu'on jouait Homebrew dans... C'était D&D 2.5. C'était quand même largement influencé de... des univers de Donjons et Dragons. Que ce soit au niveau de certains personnages influents, que ce soit au niveau des noms des villes, des choses comme ça. Mais c'était pas des quêtes pré-générées. C'était vraiment tout à la faveur du DM. Essayer de pas se faire écraser. Ok, c'est bon. Ils ont toujours pas remis le miroir. Donc, et il existait en entier un jeu d'échecs que chaque pièce est magique. Mais on n'est pas dans le style jeu d'échecs sorcier de Harry Potter. Déjà, ça n'existait pas quand ça sortit. Chaque pièce a la possibilité de se transformer en quelque chose. De mémoire, je me souviens pas de toutes les pièces. Il me semble que le chevalier te permettait d'avoir un gardien que tu pouvais invoquer pendant une bataille. Mais on l'a pas trouvé. C'est juste que je sais en tant que joueuse parce que les autres en ont parlé. Mais nous, on avait trouvé une tour. On avait trouvé la pièce de la tour. Et ce que la pièce de la tour faisait, c'est qu'une fois par jour, elle devient une tour. Donc, on se ramasse avec une tour de château, mais juste la tour, bien fermée, qui crée un espace sécuritaire qui peut pas être... elle pouvait pas être envahie ou pouvait pas être... La porte pouvait pas être forcée par des forces extérieures. Donc, la tour résistait, que ce soit aux éléments ou aux méchants, finalement. Ce qui nous permettait de pouvoir se reposer sans problème. On pouvait le faire une fois par jour. C'est sûr qu'un coup qu'elle est montée, tu peux la laisser monter plusieurs jours sans problème. Mais c'est ça, tu peux pas genre l'ouvrir, la mettre, la refermer, qu'elle devienne une pièce, la remettre dans la même journée. Ça marchait pas. Fait que ça a quand même été super pratique. Fallait quand même faire attention parce que c'était une tour, je pense, 3 étages de haut à peu près. Fait que tu peux pas faire ça partout. Tu peux pas la mettre en plein milieu de ton donjon, puis voilà, on va se reposer dans une tour, ça marche pas. Je pense que la transformation se faisait juste pas s'il y avait pas l'espace. Par contre, dans pleine forêt, ça marchait. Il y avait pas de souci là-dessus. Tu pouvais le faire en pleine ville si tu voulais. Tant qu'il y avait l'espace pour qu'elle se transforme, il n'y avait pas de souci. Après, ça peut avoir d'autres problématiques, parce que tu essaies de pas te faire voler cette pièce-là, parce que, ben nous, on foutait bien du stock dedans. Je me souviens, un donjon, je me souviens plus c'est quel donjon qu'on a fait ça. On a planté la tour à l'entrée du donjon. Puis tant que t'as pas le mot de commande, tu peux pas enlever la tour. Ça prenait un mot de commande aussi. Fait qu'on n'avait pas de danger que quelqu'un arrive et nous pique notre tour. Fait qu'on fait le donjon, puis là, quand on trouvait trop de stock intéressant, on le ramenait à l'entrée du donjon pour le foutre dans le tour. Bref, c'est une charrette, finalement. Fait que c'était quand même... on l'a utilisé beaucoup, puis j'avais trouvé un bain, ça aussi, c'est un bain magique. Ça, c'est avec Nymphéa, deuxième du nom. Nymphéa est un autre personnage que j'utilise beaucoup trop souvent. Fait que Nymphéa, deuxième du nom, qui était une Blade Singer, elle avait un côté très... était vraiment un high elf. C'était vraiment hautain au point qu'elle en faisait chier les autres. Puis, elle avait son bain. On avait trouvé un bain magique. Fait que dans une des pièces du château, on avait chacun comme notre petit appartement. Dans une des pièces du château, elle avait son bain qui, avec un mot de commande aussi. On dirait que la majorité des objets magiques, à ce moment-là, c'est tout avec des mots de commande. Fait qu'avec un mot de commande, l'eau du bain se remplissait automatiquement à la température désirée. Puis je pense qu'il était parfumé aussi. Puis ça pouvait le faire jusqu'à 3 fois par jour, de remplir et vider. Parce qu'elle se vidait aussi, tu leur disais le mot de commande, puis elle se vidait. Puis elle restait propre. Écoute, quel rêve
magnifique, un bain qui se remplit à bonne température, parfumé, qui se vide tout seul. C'est instantané, t'as pas besoin d'attendre que ça se remplisse ou que l'eau devienne chaude. Puis en plus, elle reste propre. Je veux dire, pour vrai, là, moi, juste ça, je le prends chez nous sans problème. Ben que, c'est ça, c'est dans les objets magiques que je me souviens au travers des années. J'ai probablement croisé d'autres objets magiques, j'en ai peut-être utilisé aussi. Je reprends des amulettes de protection ou quoi que ce soit, mais ceux-là m'ont marqué vraiment beaucoup plus. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant d'avoir des objets magiques qui fit aussi avec la personnalité. Tu sais, c'est le fun de trouver une épée magique. Si tu utilises une épée, si t'es un mage, l'épée magique, tu t'en fous un petit peu. C'est comme, ah, ok, c'est cool, tu sais. Ça peut être drôle. Tu sais, il me semble qu'il y a un joueur, là, ça vient de me revenir parce que j'ai parlé d'épée. Il me semble qu'on a eu un joueur que son épée parlait. C'est le genre de choses que c'est sûr qu'il faut trouver à un moment donné, une épée qui parle. Même dans Roger Rabbit, tu trouves une épée qui parle. Donc, mais c'est ça, tu sais, ça va être moins impactant pour moi en tant que joueur, vu que c'est pas moi qui vais l'utiliser ou que je vais moins en avoir de besoin. Ça veut pas dire que l'objet magique est poche, c'est juste que ben, il s'applique pas à ce que j'ai besoin. Puis tu sais, il y a des objets magiques, il y en a qui sont super simples. On s'entend, une potion de guérison, c'est un objet magique. Mais c'est pas qu'est-ce qui va nous marquer en tant que joueur de « Ah, j'ai utilisé une potion magique ». Ça se peut que tu l'aies utilisé à un moment où est-ce que tu as failli mourir puis que ça va avoir sauvé ta vie, puis ça, ok. Mais tu vas te souvenir beaucoup plus du contexte de pourquoi est-ce que ton personnage a failli mourir, puis pourquoi est-ce que ça l'a sauvé, que de la potion comme telle. Donc ça, c'est pour les objets magiques. Finalement, tu sais, il disait votre objet magique préféré, j'en ai nommé 5, je pense. Donc, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye!